Bonjour troupe Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 252 Miocic contre Cormier 3. Un énorme main event, probablement un des meilleurs combats que l'UFC peut mettre sur pied. Puis ça a lieu ce samedi 15 août, la conclusion de la trilogie où on a probablement les deux plus grands combattants poids lourds de l'histoire de l'UFC qui s'affrontent pour une troisième reprise pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand heavyweight qu'on aura vu combattre probablement dans l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est sûr que on a toujours le spectre de Fedor qui est là quelque part, puis qu'il y a des gens qui vont toujours le considérer comme le meilleur, mais Stipe Miocic, Daniel Cormier, le gagnant de cette trilogie-là, va avoir un très bon argument pour dire non, je suis le plus grand combattant poids lourd de tous les temps. Ceci étant dit, je suis présent aujourd'hui pour parler de ce combat-là, oui, mais des 10 autres combats sur la carte. C'est une carte de 11 combats au total. Belle carte principale. Autre chose pour les prelims, mais on y viendra un peu plus tard. Et puis c'est ça, je vais mes analyses et prédictions complètes pour chacun de ces combats-là. Et on va commencer à l'instant même là, avec le combat de trilogie, le main event, l'attraction principale de la soirée. Stipe Miocic, Daniel Cormier. C'est sûr que si on regarde les deux affrontements que ces deux gars-là ont déjà eu, on voit pas beaucoup de moments où Daniel Cormier est en train de perdre. Dans le premier combat, ça a juste duré moins d'un round, mais Daniel Cormier avait quand même du succès dans ce round-là, puis oups, a réussi à attraper Stipe Miocic en sortant du clinch avec un petit crochet qu'il n'a jamais vu venir. Il a passé un KO. Dans le deuxième combat, c'est encore une fois les mains de Daniel Cormier qui se sont démarquées dans les 3 premiers rounds. Une différence de rapidité absolument incroyable entre les deux, ce qui fait que oui, peut-être Stipe Miocic est le meilleur boxeur, le boxeur le plus technique dans les deux, mais Daniel Cormier était tellement rapide puis lance un bon volume de strikes, ce qui fait qu'il a absolument dominé les 3 premiers rounds du dernier combat. C'est Stipe qui est arrivé au 4e avec l'ajustement qui était de lancer des crochets au corps, et puis pour une raison ou une autre, Daniel a juste reçu tous les crochets au corps sans jamais rien faire. Puis ça a fini par mettre un terme au combat. Puis, ça te démontre juste comment ce match-up-là est serré et 50-50. Quand un léger ajustement peut complètement le faire pencher la balance en faveur d'un ou de l'autre combattant dans ce combat-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend pour la trilogie? C'est sûr que c'est dans la petite cage. Ça, on peut pas ne pas le mentionner, surtout pour un combat de poids lourd comme ça. C'est dans la petite cage. Ça va être plus difficile pour Stipe Miocic de sauver Daniel Cormier, qui l'a déjà mentionné, qui voulait peut-être plus utiliser sa lutte dans ce combat-là. Elle a tenté d'amener le combat contre la cage, travailler fort de là, peut-être même lander des takedowns sur Stipe Miocic. Mais pour être bien honnête avec vous, non seulement c'est pas quelque chose qui est facile à faire contre Stipe Miocic, je ne sais pas si quelque chose que Daniel Cormier, même lui, peut vraiment faire avec succès, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, ce style-là. De coller quelqu'un dans la cage, oui, tu pèses sur ton adversaire, t'es lourd, tu le fais travailler fort, puis ça dépense beaucoup d'énergie chez la personne qui se le fait faire, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie pour le faire à quelqu'un et d'être capable de maintenir ce style et cette pression-là pendant un combat de 25 minutes. Et puis Daniel Cormier, peut-être ce qui est encore plus un highlight là, que les body punch, c'est que peut-être qu'il commençait à ralentir au 4e round du dernier combat. Puis c'est seulement normal parce que, tu sais, Daniel Cormier a maintenant 41 ans. Je pense qu'il avait 39 ans au moment de ce combat-là. Il a maintenant 41 ans. Et puis, ben, c'est difficile de passer que quelqu'un de cet âge-là, même un athlète à la trempe d'un Daniel Cormier, ne ralentit pas dans les derniers rounds. Et puis j'étais un peu concerné, je dois vous dire, par l'entrevue que Daniel Cormier a donnée lors de la dernière carte de l'UFC. Semblait vraiment fatigué, semblait s'être beaucoup entraîné, peut-être même un peu trop. On sait que AKA, des fois, ils ont des méthodes d'entraînement peu traditionnelles, puis que c'est pas la première fois qu'il a renvoyé un gars overtrained dans un title fight. Puis j'ai peut-être l'impression que c'est comme ça que DC a essayé de compenser pour la défaite dans le dernier combat, de dire ok, je vais m'entraîner encore plus, puis encore plus fort, puis plus de fois par jour, puis c'est pas grave si je suis vieux, justement, je vais tellement m'entraîner que je vais tellement être en shape que ça paraîtra plus
que je m'en viens un peu vieux, puis que j'ai 41 ans, puis peut-être que ma gas tank, ma durabilité n'est plus ce qu'elle était auparavant. Puis là, je dis pas que Daniel Cormier va arriver là et va gazer comme un bon en dedans de 2 rounds. Loin de là, c'est un championship fighter, un des meilleurs qu'on a vu. Donc, il va être capable de faire ces 5 rounds, mais va-t-il avoir autant de pep dans les 2 derniers rounds qu'il va l'avoir dans les 3 premiers rounds? Je le sais pas, j'ai de la misère à banker là-dessus, mais autant que j'ai de la misère à banker là-dessus, ben j'ai de la misère à me dire que tant que Daniel Cormier n'aura pas une petite baisse de régime, ben il devrait gagner ce combat-là, pour être bien franc avec vous, parce que quand on les a vus travailler debout, ce qu'on se rend compte, c'est que Cormier est beaucoup plus rapide, puis qu'à niveau d'énergie égale, c'est Daniel Cormier qui lande le plus de coups. Et tu sais, il faut se le dire, ces deux gars-là, s'ils ont chacun une lacune, ben c'est qu'ils sont pas tant défensifs que ça. Stipe Miocic, c'est peut-être parce qu'il est super gros et tough, là, puis il se fait littéralement jamais finir aussi. Mais autant lui que Daniel Cormier ont comme vraiment pas peur de manger un bon coup de poing pour essayer d'en donner un en retour. Et puis, ça fait que les deux accumulent du dommage dans le combat. Et puis, ben je pense que présentement, je me fie peut-être un peu plus sur la fiabilité et puis la durabilité d'un Stipe Miocic par rapport à Daniel Cormier. Mais c'est sûr que quand on va les voir à un niveau d'énergie égale dans la cage, je m'attends à ce que Daniel Cormier ait l'avantage, peut-être autant au niveau du striking à cause de sa rapidité, mais aussi au niveau de la lutte. Stipe est très difficile à lutter. Pourquoi je voudrais pas nécessairement qu'il adopte ce game plan-là à 100%, c'est que j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour Daniel Cormier de juste essayer de grapple Stipe Miocic que d'utiliser son striking, d'utiliser sa rapidité pour lander les meilleurs coups, puis mixer un takedown ou deux une fois de temps en temps, peut-être plus par effet de surprise que, tu sais, vraiment d'y aller avec un grappling heavy game plan, que je pense que s'il fait ça, personnellement, il va s'épuiser plus rapidement, puis il va peut-être être un peu plus vulnérable à se faire finir dans les later rounds. Je pense qu'il va peut-être plus arriver avec un mix de striking et de grappling, puis dans ce cas-là, pour vrai, j'ai pas le choix que de favoriser Daniel Cormier dans ce combat-là. Et j'avais vraiment envie de dire par soumission, j'avais vraiment envie de dire qu'un moment donné, elle est juste comme au sol, lander du bon dommage, puis forcer Stipe à lui donner son dos carrément, puis finir un autre rear naked choke, mais on dirait que je vois pas vraiment Stipe se faire finir au sol. Je l'ai jamais vu vraiment se faire finir au sol. Puis c'est pas quelque chose que j'ai de la facilité à voir. Fait que je vais dire Daniel Cormier par décision. Je vais vraiment banquer sur le fait que ce troisième combat-là va se rendre à l'égalité. Là. Chacun a fini l'autre une fois. Puis je pense que cette fois-là, ça va se rendre à la décision. C'est Daniel Cormier qui va l'emporter pour son succès dans les premiers rounds. Pour vrai, je m'attends à que plus que le combat avance, peut-être que ça va plus être à l'avantage de Stipe Miocic qui, tu sais, veut pas, même si Daniel Cormier réussit à avoir le poids d'un poids lourd, il n'a jamais eu vraiment, tu sais, la shape d'un poids lourd. C'est pas Stipe Miocic, un gars de 6 pieds 4 puis 200, comme tu sais, Stipe Miocic ne pourrait pas faire 205 livres, contrairement à Daniel Cormier qu'on a vu, tu sais, même être champion dans cette division-là. Donc, le frame heavyweight de Stipe risque de beaucoup jouer dans la balance, là, dans le fait de qui est le plus frais des deux à la fin de ce game round. Donc, je pense que les 2 derniers rounds vont être les plus dangereux pour DC. Je pense qu'il va quand même gagner ce combat-là par décision. Ensuite, très bon main event, Sugar Sean O'Malley face à Marlon Vera. Puis je dois vous dire, je suis vraiment content de voir ce combat-là se retrouver là. Parce que Sugar Sean, clairement, l'UFC veut le pousser. Clairement, croit que ça peut être une très grosse star pour la compagnie. Fait qu'ils le mettent déjà dans des spots comme ça de co-headliner, co-main event d'un pay-per-view. Je suis pas mal sûr que son prochain combat risque fort bien d'être le main event d'un Fight Night. Donc, vraiment content de le voir dans ces positions-là. Pour ce qui en est du match-up, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux pour Sean O'Malley parce qu'écoute, moi j'ai encore beaucoup de questions là, par rapport à Sean O'Malley. Des questions qui ne sont pas vraiment avec réponse, dans le sens qu'on l'a pas vu souvent se rendre plus loin que le premier round. Puis les seules fois que c'est arrivé contre André Sukamta, contre Tyrion Ware, ça n'a pas particulièrement bien été pour Sean O'Malley. Oui, on voit qu'il est tough, puis que quand tu lui donnes de la compétition, tu lui donnes de l'opposition, il va fight back. Là, c'est pas quelqu'un qui, si le premier round ne marche pas, ben là tu le vois après fold, puis que ses performances tombent en chute libre, puis finit par perdre ce combat-là. Mais quand même,
On l'a pas vu avoir tant de succès dans un troisième round là, dans sa carrière de MMA. Et puis, s'il ne réussit pas à finir Marlon Vera au premier round, pour être bien honnête avec vous, ça risque d'être l'enfer pour lui. Parce que Marlon Vera, oui, c'est un slow starter, mais c'est un combattant que quand il y a ses reads, puis là, il commence à ouvrir la machine, puis à mettre du dommage sur ses adversaires. Puis c'est quelqu'un que peu importe où tu l'affrontes dans le combat, que ce soit debout, que ce soit dans le clinch, que ce soit au sol, va mettre du dommage, va être dangereux de partout. C'est un extrême opportuniste. Tu peux lui laisser une mini fenêtre ouverte, puis il va te prendre, il va rentrer dans l'ouverture, puis il va aller chercher son finish. C'est vraiment un combattant excellent à cet effet-là. Cependant, comme je l'ai dit, c'est un slow starter. Le problème avec ça pour Vera, c'est que c'est un slow starter qui ne veut pas s'admettre qu'il est un slow starter. On dirait que sa manière d'oublier que justement il commence les combats quand même lentement en général, c'est juste ignorer ça puis de mettre beaucoup de pression sur son adversaire dès les premiers instants du combat. Fait que t'as l'impression qu'il commence son combat rapidement, il est déjà dans la face de son adversaire, il est déjà prêt à avancer, mais il n'y a aucun de ses reads, ses attaques sont beaucoup moins efficaces que quand il a son timing et tout, puis ça fait que il s'expose grandement à se faire frapper très très fort en début de combat. Et autant on ne l'a jamais vu se faire finir, je pense pas qu'il a affronté un first round finisher autant dangereux que Sean O'Malley. Fait que j'ai l'impression que c'est exactement le genre de combat qui est un peu conçu pour que Sean O'Malley gagne par KO TKO au premier round. Mais que si ça arrive pas, ça risque d'avoir des répercussions assez dramatiques sur la suite des choses pour Sean O'Malley. Parce que s'il réussit pas à le finir au premier round, peut littéralement là, se faire foutre la volée de sa vie dans ce combat-là. Je vais quand même truster O'Malley, c'est un finisher absolument incroyable, mais j'ai l'impression que c'est pas le genre de combat qui va vraiment répondre à mes questions sur comment va se comporter le Sean O'Malley au troisième round dans un combat serré contre quelqu'un qui a eu du succès contre lui, qui était capable peut-être de l'out-grapple un peu, qui était capable de le frapper puis de jouer sur son cardio. C'est pas la résilience de Sean O'Malley, c'est pas le talent, c'est rien de tout ça qui manque. Le gars, il a du cœur, il est tough. Je me demande juste ça va être quoi, c'est son cardio rasé au troisième round d'un combat serré, parce que les deux fois que je l'ai vu, c'était pas très très concluant là, à cet effet-là. Mais je vais quand même y aller avec O'Malley par KO premier round dans ce combat-là. Je pense que c'est un combat, comme je l'ai dit, qui est un peu conçu pour ça. Puis c'est un finish que s'il réussit à avoir, c'est excessivement impressionnant là, de finir Marlon Vera, que je pense qu'il s'est jamais fait mettre KO TKO dans sa carrière. Donc ce serait très impressionnant pour O'Malley, j'ai bien hâte de voir ça. Et ça nous mène à un combat que je dois vous mentionner, c'est chez les poids lourds. Puis j'arrivais absolument ici en piquant Junior Dos Santos. Moi, c'était clair dans ma tête, Junior Dos Santos est rapide, lance beaucoup de volume, va absolument être plus actif que Jairzinho Rozenstruik, qui est bien franchement un counter-striker super dédié. Puis là, après, je me suis rappelé des derniers combats de JDS quand il s'est littéralement fait outstriker par Curtis Blades. Puis, écoute, ce qui fait toute la différence dans la game de Junior Dos Santos d'avant et la game de Junior Dos Santos de maintenant, c'est les setups. Il lance plus de jab, il feinte plus, puis il setup plus ses strikes. Junior Dos Santos, à cette heure, c'est le gars que oui, il est encore rapide, oui, il est encore puissant, mais ne setup plus ses strikes, fait que se lance sur des grosses overhand right ou des grosses uppercuts absolument naked. Sans setup, puis n'importe qui est un bon counter-striker qui plante ses pieds puis qui lance du gros power en retour va lui faire très mal. Jersey. Désolé, j'ai un peu de misère avec un genre de petit hockey depuis tantôt, mais Jairzinho Rozenstruik, exactement le gars qui plante ses pieds, qui counter hard en retour, puis c'est pas un bon match-up pour Junior Dos Santos, surtout que Jairzinho n'est pas un one-round fighter. On l'a vu contre Overeem, c'est quelqu'un qui est capable d'être là, dans ta face, et en santé, pas gassed out pendant 5 rounds de temps s'il y en a besoin. Donc, je pense que Junior Dos Santos, tôt ou tard dans ce combat-là, va donner une ouverture flagrante à Rozenstruik. Puis Rozenstruik est genre direct le mix parfait entre un Derrick Lewis et un Francis Ngannou pour attraper ce counter-là, puis te le knocker solidement. Donc j'ai Rozenstruik par KO au deuxième round ici. Ça nous mène à un combat qui a été bumpé sur la main card là, après que malheureusement Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba a été annulé encore une fois parce que Cutelaba, il y a le Rona.
Puis maudit que je voulais voir ce rematch-là. Mais ça sera pas tout de suite. On va sûrement le voir un jour. Là. Je pense qu'ils sont vraiment dédiés à faire ce combat-là, vu que les deux s'aissent tellement. Mais on a à la place Herbert Burns face à Daniel Pineda. Et puis ça, c'est un bon fight. Parce que Daniel Pineda, c'est un vétéran. Là, je pense qu'il est 26-13 avec deux no contest, vu qu'il s'est fait overturn ses deux derniers combats à des no contest parce que c'était à PFL. Fait que c'est deux combats dans la même soirée. Puis il a testé positif pour un stéroïde. Le petit monsieur, puis l'UFC ils l'ont signé pareil, ça en balance complètement. Puis je suis quand même content de le voir parce que Daniel Pineda, là, c'est un bon vétéran. C'est vraiment le brawler intelligent, le brawler expérimenté, si je peux dire ainsi. Le gars, il veut absolument t'engager dans un brawl parce qu'il est très opportuniste, puis c'est là qu'il réussit souvent à rester plus calme que toi dans cette situation-là. Donc, il est mieux capable de réfléchir à son shot placement, à qu'est-ce qu'il choisit comme shot. Quand il choisit de lancer cette shot-là, de voir les opportunités pour peut-être sauter sur une guillotine si tu fais un takedown sloppy, sauter sur une soumission d'en dessous, sauter sur n'importe quoi que tu lui donnes la chance de sauter dessus. Et ben, il s'affronte Herbert Burns qui est vraiment très bon, pour être honnête avec vous. C'est avec son frère Gilbert, l'amélioration de ces deux gars-là sont absolument incroyables, sont très très bons debout et ils ont vraiment un très bon cardio pour des Brésiliens de un, mais de deux, la genre de tendance à dire, regarde, je peux faire ce que je veux debout, puis je peux être reckless et agressif comme je veux tant que je me fais pas frapper trop fort en retour. Parce qu'anyway, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu vas me take down, genre? Puis ces gars-là au sol, ils ont tellement une carte qui. Tu sais, c'est un as, ils peuvent sortir ça de leur poche à tout moment, puis juste soumettre un dude. Ce que je pense qu'il va d'ailleurs arriver, parce qu'Herbert Burns, je vous dirais, chasse le takedown plus agressivement que Gilbert à ce moment-ci. Puis Daniel Pineda. Autant c'était son style de brawler intelligent, ça le permet d'être calme dans toutes les situations, mais ça le permet d'être aussi calme dans une mauvaise situation, puis il a tendance à se mettre dans des mauvaises situations, même des fois tôt dans le combat. Et écoute, regarde, je pense que te mettre dans une mauvaise situation en te laissant takedown par Jeremy Kennedy, ça t'aide à checker son shot, il a l'air de quoi, pour plus tard lui passer une guillotine. Te faire takedown par Herbert Burns, c'est probablement te retrouver avec un world level grappler dans ton dos en dedans d'une minute en train de te passer un rear naked choke. Donc j'ai Herbert Burns par soumission au premier round ici. Ça nous mène à un autre excellent combat, Merab Dvalishvili, qui a sa chance contre un des grands gatekeepers dans l'UFC et surtout à 135 livres, John Dodson. Et j'aimerais tellement ça que Merab gagne ce combat-là. Je l'aime tellement, là. Merab, c'est un complet malade mental, le gars. Laisse aller ses mains debout avec du power en tout temps. Ça fait qu'il est super prévisible parce qu'il n'y a aucun setup. Puis il n'est pas très très rapide avec ses mains non plus. Il lance que des power punch. Fait que si tu ne vois pas venir, je ne sais pas où tu check. Mais ce qui fait qu'il est bon, c'est sa lutte, son chain wrestling est absolument incroyable, le gars. Le shooter single, le changeant en double, le changeant en single, puis de finir en foot trip de l'autre bord, puis il n'y a aucun stress avec ça. C'est un excellent lutteur. Le problème majeur, c'est qu'il n'est pas capable de garder personne en dessous de lui. Peut-être qu'il ne se force pas assez. On a vu dans le dernier combat, peut-être essayer d'aller chercher un peu plus de top control, parce que c'est vraiment le genre de gars qui va lander 24 takedowns dans un combat, puis peut-être avoir un gros 45 secondes de top control au final, parce qu'il est mieux de te laisser te relever pour te re-takedown que d'essayer de travailler par-dessus toi au sol. Et écoute, c'est une bonne game, mais contre John Dodson, oui, il est pas gros, ça reste un flyweight, mais il est rapide, tellement rapide. Il a perdu de sa rapidité, puis il est encore probablement plus rapide que la majorité des combattants dans la division. Puis Merab Dvalishvili, il n'y a pas de setup. Il va littéralement, continuellement avancer directement dans le wheelhouse de John Dodson, que c'est ça qu'il veut. Le gars est super mobile, recule, puis il est capable d'aller in and out de la pocket tellement rapidement que quand tu avances en te compromettant, il va juste te cracker, sortir sur un angle et puis faire ça pendant 15 minutes. Peut-être te passer un KO si t'es Nathaniel Wood, peut-être pas te passer de KO si t'es quelqu'un d'autre, mais tu sais. Je pense que ça va être ça pour Merab, puis les fois qu'il va réussir
à take down John Dodson, ou à moins être sur les jambes de John Dodson, parce que John Dodson est excessivement difficile à take down. Même s'il réussit à take down, je le vois pas nécessairement réussir à rester par-dessus lui, parce qu'il n'a pas été capable de garder des gars en dessous de lui qui sont genre la moitié du scrambler que John Dodson est. Pour vrai, c'est un dur combat pour Merab. J'ai John Dodson par décision pas mal all the way ici. Ça nous mène au prelim. C'est là que vous allez voir que la qualité prend une sale drop. Mais le combat, le main event des prelims, c'est vraiment pas mauvais. Jim Miller face à Vince Special. Si vous êtes un fan de vieux combattants, c'est pas mal ça que vous avez de meilleur sur cette carte-là. Parce que Vince Special, ça fait pas... Ben oui, ça fait très longtemps qu'il est là, mais le gars, il a comme manqué 2-3 ans dans le plein milieu de sa UFC run. Puis, il est revenu vieux quand il est revenu. Puis, même depuis, il n'est pas tant actif que ça. Ça va peut-être 1 à 2 fois par année max, mais c'est pas quelqu'un qui est là assez souvent pour qu'on se rappelle de lui. Puis, ah ouais, Vince Special, il est absolument incroyable ce combattant-là. Puis, tu sais, il y a une game à la Francisco Trinaldo, là, vraiment. Tu sais, un combattant que c'est un bully à la base, qui veut mettre la pression sur son adversaire, puis qui est gros, qui est fort physiquement, qui veut wear sur ses adversaires. Vraiment un grinder. Quelqu'un que si il peut genre te stalker, puis te coller contre la cage, puis travailler de là, puis aller chercher un takedown une fois de temps en temps, ou juste rester at range, puis lancer un power punch au 35, 40, 45 secondes. C'est pas mal ça sa game. Puis je me dis qu'il me semble que Jim Miller est plus technique que lui. Il me semble que Jim Miller n'est pas le plus physique des combattants. Puis on dirait que je vois shades du combat contre Francisco Trinaldo là ici. Ou Jim Miller, oui il y a ses moments, oui il essaie, mais il est peut-être juste pas assez gros et physique pour réussir à take down un Vince Special. Il va avoir des bons moments debout, mais il va surtout être sur le back foot. Puis, Vince Special, si sent un peu qu'il se fait outstriker par Jim Miller, juste à crash in avec une grosse overhand, puis à se puncher dans le clinch, puis là, de le reculer contre la cage, puis d'être lourd, puis d'être un gros grinder comme il y en est un en général. Et puis, c'est sûr qu'on a vu Miller surprendre là, dans ses derniers combats avec des soumissions de sur son dos, un armbar contre Roosevelt Roberts, des guillotines, des choses comme ça. Puis, je serais vraiment pas surpris que Vince Special shoot un takedown la tête première dans une guillotine dans ce combat-là, mais j'ai l'impression que si Miller va pas chercher ce finish un peu out of nowhere par soumission-là, ben c'est un combat qui va graduellement perdre de plus en plus. Là. Comme contre Trinaldo, comme contre Scott Holtzman. C'est un genre de match-up un peu similaire, bien que Special va être moins actif qu'un Holtzman. Mais on a vu Trinaldo être beaucoup moins actif qu'un Holtzman et quand même battre Jim Miller. So, ben j'ai Vince Special par décision. Ça nous mène à un combat féminin 115 livres chez les dames. Felice Herrig face à Virna Jandiroba. Et puis si on était dans le pic de la carrière de Felice Herrig, je vous dirais qu'elle aurait gagné ce combat-là parce que Jandiroba a besoin de grappler pour gagner ces combats-là. Puis c'est juste pas la meilleure lutteuse. C'est une bonne lutteuse, mais c'est pas une incroyable lutteuse. Puis Felice Herrig est une excellente lutteuse, une excellente scrambler. C'est ce qu'elle fait probablement le mieux. Mais on dirait qu'elle a perdu de la rapidité beaucoup là, dans son dernier combat. Puis c'est sûr que c'est pas très très difficile d'avoir l'air lente face à Michelle Waterson. C'est un peu ça la game de Michelle Waterson, de faire apparaître comme si c'était la personne la plus lente du monde. Mais ah non, je sais pas. J'ai Jandiroba dans ce combat-là. Là, étrangement, je pense que même si c'est pas la meilleure des lutteuses, elle est obstinée. Elle est obstinée avec le style. Puis c'est une bonne grappler. C'est quelqu'un qui aura pas besoin d'être tant longtemps par-dessus toi pour trouver une avenue pour te soumettre. Puis j'ai l'impression que peut-être que le combat va commencer. Puis on va voir que Herrig est encore une bonne scrambler. Puis il va être plus difficile que prévu à amener au sol. Mais s'il y a quelqu'un qui ne va jamais se décourager d'essayer ça, mais c'est Virna Jandiroba. Puis elle va mettre beaucoup de pression. Puis garder Felice sur le back foot où elle est peut-être pas à son plus confortable. Puis je la vois finir par aller chercher un takedown, prendre le dos et gagner par soumission à quelque part au deuxième round, mais comme plus tard là, dans le deuxième round, peut-être même début de troisième. Ensuite, TJ Brown face à Danny Chavez. Puis là, on tombe vraiment là, dans des combats qui devraient être sur une carte de Dana White Contender Series. Et j'ai Danny Chavez par KO ici, tout simplement parce que TJ Brown est très 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 agressif dans tout ce qu'il fait. Et puis, ben, des fois, c'est très, très, très coûteux pour lui. Ben, la majorité du temps, le gars, une fiche de 14-7, ok? Fait que tu comprends. Et pas mal 2 combats sur 3
qui sont gagnés, puis le troisième, ben, il perd, puis c'est souvent lui qui trouve un moyen de perdre. Là. Battait absolument Jordan Griffin, le battait debout, le landait des takedowns, le battait au sol. Un moment donné, il s'est fait pogner dans une guillotine, il a passé en side control pareil, mais Jordan Griffin, avec son genre de squeeze weird, a réussi à le passer out en dessous en side control dans une guillotine. J'avais jamais vu ça de ma vie, mais c'est définitivement arrivé, puis ça peut pas vraiment arriver à quelqu'un d'autre qu'à TJ Brown, ces genres d'affaires-là. Puis, ben, Danny Chavez, je sais pas c'est quoi sa game au sol. Ça se pourrait très bien que TJ Brown fasse juste comme lander des takedowns continuellement sur lui puis le dominer complètement au sol. Mais si le combat reste debout, pour vrai, je trouve que Danny Chavez semble être un bien meilleur counter-striker. Quelqu'un qui est capable de mettre du power dans ses punches. Puis quand tu as quelqu'un qui va se compromettre à chaque fois, autant offensivement debout qu'offensivement au sol. Brown est tellement agressif qu'il se compromet toujours puis laisse toujours des ouvertures à ses adversaires. Puis au niveau de l'UFC, ben, souvent ça coûte cher. Il ne reste qu'à voir si Danny Chavez est de nouveau UFC parce que c'est quelqu'un qui fait ses débuts dans ce combat-là. Mais pour vrai, j'ai tendance à penser qu'il va y passer un KO là, quelque part au deuxième round parce que Brown est juste vraiment trop agressif puis il va se foutre tête première dans tout ce que Chavez veut lancer vers lui. Puis Chavez, pour ça, il est très très bon. C'est pas mal sa game de counter puis de faire mal à ses adversaires comme ça. Ensuite, Ashley Yoder, Livinha Souza. Si Ashley Yoder est capable de pas grapple avec Livinha Souza, elle va gagner ce combat-là. C'est 100% dans ses mains parce que Livinha Souza est littéralement Virna Jandiroba, mais avec encore moins de lutte. Fait que c'est comme une grappler, une as de Jiu-Jitsu qui n'a pas le moyen vraiment d'amener le combat au sol. Mais Ashley Yoder, je ne l'ai jamais vu pas grapple. C'est une grappler. La fille, c'est plus fort qu'elle que de grapple dans un combat. Fait que je pense que dès le premier round, elle va se rendre compte que c'était pas une bonne idée de grapple avec Livinha Souza. J'ai Souza par soumission. Ensuite, oh my god, ça c'est. J'ai même pas envie de rien dire cette fight-là. Chris Duckhouse, Parker Porter, la seule affaire que j'ai à dire, c'est que les deux ils ont des fiches absolument horribles, sont pas très très bons. Parker Porter se bat depuis toujours. Bizarrement, c'est un des premiers combats de John Jones. Le gars a déjà affronté John Jones, mais là il est rendu chez les heavyweights et puis. Au moins, il lance un 1-2 avec quand même du power. C'est pas absolument full sloppy comme la game de Chris Duckhouse. Donc, j'ai Parker Porter par KO dans ce combat-là. Parce que j'ai aucune confiance en Chris Duckhouse. Je n'ai pas vraiment en Parker Porter non plus. Mais je pense qu'il a l'air un peu moins horrible que Chris Duckhouse. Sans suite, dernier combat, c'est Kai Kamaka, Tony Kelly. Puis écoute, Kai Kamaka, il ressemble drôlement à un genre de petit Drew Dober dans le temps que Drew Dober avait aucun punching power puis ne finissait absolument pas personne. C'était un combattant de milieu de division, là. Il battait pas grand monde, mais je pense que c'est déjà meilleur que Tony Kelly, qui a l'air de distance kickboxer sans trop de reach. Que je sais pas ce que j'ai vu, sa game, ça marchait sur la scène régionale, mais ça avait pas l'air de vraiment mener nulle part. Fait que j'ai Kai Kamaka par décision dans ce combat-là. Ça va conclure. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi vos prédictions sur la trilogie, vos prédictions sur le combat de Sugar Sean, n'importe quel autre combat. Je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, YouTube, Instagram, toute la patente. Vous savez c'est quoi. Et puis, ben c'est ça. Ciao.